Bonjour à tous et bienvenue à ce Webimax spécial facturation électronique. Bon, c'est vrai que ça a beaucoup bougé la facturation électronique, un peu en avant, un peu en arrière, donc on ne sait plus trop où on en est et du coup c'est important de refaire un point tous ensemble pour voir là quels sont vraiment l'atterrissage définitif de cette réforme qui a beaucoup bougé. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet. Donc, vous pouvez aussi vous noter vos questions pour la fin. C'est comme vous préférez. Alors, comme vous le savez, eh bien, la facturation électronique, déjà, on est face à une réforme inévitable, mais on va le voir aujourd'hui, c'est aussi une opportunité à saisir. Soit on subit, soit au contraire, on transforme cette opportunité en façon de booster son entreprise. Et donc, on va voir, il y a plusieurs façons de faire ça. On va voir ensemble pourquoi et comment. Au niveau de ce que nous allons voir aujourd'hui, donc, bon, je vais vous expliquer pourquoi je parle de ce sujet. On va rappeler les règles de la loi de finances 2020 sans la plateforme publique de facturation, puisque vous savez que ça a changé dernièrement, ou si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Nous allons voir ensemble comment on en tire profit et comment on anticipe, parce que voilà, c'est plus jamais il est temps d'être prêt. Voilà. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, notre session de questions-réponses. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet? Donc, c'est un sujet que chez Simax, on suit depuis très, très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est au corps du sujet, puisque nous sommes un ERP CRM, donc un logiciel de gestion d'entreprise. Donc, entre autres, parmi nos nombreux modules, eh ben, nous gérons la facturation côté vente et nous nous occupons aussi de factures d'achat depuis longtemps, puisque nous avons un module achat qui est couplé au module stock, etc., etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ERP, ben, c'est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des données de son entreprise avec un seul référentiel pour mieux faciliter les échanges et le partage des données dans l'entreprise. Nous sommes spécialisés d'un domaine, et bien c'est que nous faisons un ERP CRM qui est 100% no code. Nous sommes aujourd'hui le seul éditeur à être 100% no code. Qu'est-ce que c'est le no code? Eh ben, c'est une technologie qui permet de faire évoluer ces solutions de gestion sans programmer. Et donc, ça donne une énorme souplesse. Donc, aujourd'hui, en étant le seul ERP 100% no code, eh ben, nous sommes le sixième éditeur de ERP générique en France. On a 58 collaborateurs dans le monde et nous sommes pionniers du no-code. Nous connaissons très, très bien cette technologie. Et parmi nos clients, l'essentiel sont des TPE et des PME, mais nous travaillons aussi de plus en plus avec des grands comptes comme Flunch, BPI, Endel, l'INRA, Terena, etc. Alors, nous, on est concernés, comme je l'ai dit juste avant, parce que les éditeurs de solutions de gestion, eh ben, ils sont en première ligne. En fait, là, je vais vous définir quelques termes qu'il faut connaître dans le cadre de cette nouvelle législation. Donc, les éditeurs sont en première ligne et donc quelques termes qu'il faut connaître. Il y a le terme de OD ou opérateur de dématérialisation. Donc, très souvent, en fait, ça va être votre logiciel de gestion. En fait, quand il est OD, ça veut dire qu'il est compatible avec l'e-facturation et l'e-reporting. Il va être opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire qu'il va vous aider à préparer des éléments qualitatifs pour être en conformité avec la législation. Le deuxième type d'acteurs, qui peuvent être communs, hein, on peut avoir une PDP qui est aussi OD quelque part. Donc la PDP, c'est une plateforme de digitalisation partenaire et sa fonction principale, eh ben, c'est d'être le tuyau qui va faire circuler l'information jusqu'à l'État, en fait, quelque part, et qui va permettre le transfert entre les entreprises entre elles. Et rassurez-vous, j'ai derrière une petite vidéo qui va expliquer ça clairement pour tout le monde. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, donc les PDP, eh ben, elles ont un rôle essentiel dans la partie digitalisation. PPF, alors, la plateforme publique de facturation. Donc, au départ, on devait avoir une énorme plateforme publique de facturation qui était gratuite et qui pouvait se substituer au PDP. Qui les PDP, en fait, c'est des acteurs privés payants. Et donc, du coup, jusqu'à l'année dernière encore, on devait avoir PPF. Et puis, l'État a décidé que finalement, ben, il n'y avait pas besoin de créer la plateforme publique de facturation. Enfin, il n'y en aura qu'une version simplifiée
qui va un peu jouer le rôle d'un annuaire, comme vous allez voir. Et en réalité, du coup, elle va avoir un rôle beaucoup moindre et on va tous être obligés de passer par des PDP, par un tuyau payant pour gérer la facturation électronique. Donc nous, chez Simax, en fait, on a démarré sur la réforme il y a plus de 5 ans avec l'idée d'être une OD et de proposer une solution qui était 100% gratuite pour nos clients, puisqu'en tant qu'OD, on s'interfaçait à PPF qui était gratuit. Malheureusement, comme PPF ne sera pas dispo gratuit, ben on va s'interfacer avec les PDP. Du coup, il y aura quand même le coût de la PDP dans le package. À travers tous nos travaux qu'on a menés depuis des années, eh bien, on a édité un livre blanc, je vous mettrai le lien à la fin, des vidéos, il y a celle qu'on va voir juste après, et puis on fait des conférences et des webinaires comme celui-ci pour informer, parce qu'on considère que c'est vraiment hyper important d'informer les entreprises. On se rend compte qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas où elles mettent les pieds et du coup, elles vont se retrouver prises de court à la dernière minute et ça nous fait mal pour elles à l'avance. Donc, n'hésitez pas à vous-même à faire passer des messages suite à cette réunion d'information où vous allez en ressortir, on va dire, grandi et informé et il faut faire circuler l'information autour de vous. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi de finances 2020? Donc, ça veut dire que ça date depuis un moment, hein, ça fait un moment, c'est dans les tuyaux. Et du coup, le but, c'est de mettre en œuvre l'e-facturation et l'e-reporting. Donc, c'est deux volets. Et donc, on va bien expliquer qu'est-ce que c'est. C'est pas la même chose du tout, même si c'est voisin. Et ça concerne toutes les entreprises à partir de 2026. On va voir, il y a des petites subtilités dans les dates, on va le voir juste derrière. Quelle est la finalité pour l'État? Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est que la finalité, c'est la réduction de la fraude fiscale et en particulier de la fraude à la TVA. Donc, dans ce cadre-là, il y a des milliards qui sont en jeu. Donc, bien sûr que cette réforme va aller au bout, même si pour certaines entreprises qui sont mal informées, ça passe en force et dans la douleur, eh bien, l'État ne renoncera pas. Il y a trop d'enjeux derrière cette réforme. Est-ce que pour les entreprises, ça veut dire que comme on a fait plein de démarches pour donner toutes les informations à l'État pour contrôler la TVA, on va pouvoir arrêter de faire des déclarations de TVA? Eh bien non, on va continuer à faire nos déclarations de TVA. La promesse, c'est que peut-être à terme, cette déclaration de TVA deviendra simplifiée. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé par contre là-dessus. Voilà. Et donc, comme j'ai expliqué, au départ, ça devait passer par PPF ou par une PDP. Donc, les PDP devaient apporter des services payants complémentaires à PPF. Et aujourd'hui, en fait, ben, on n'a plus le choix PPF, on est obligé de passer par la PDP. Donc, on a vu, il y a deux éléments. Il y a l'e-facturation et l'e-reporting et c'est différent. Donc, on va bien expliquer ces deux termes pour bien comprendre comment ça marche. L'e-facturation, c'est un processus numérique qui désigne l'émission et la réception des factures dans un format standardisé. Donc, à tort, on a tendance à dire c'est la facturation électronique. Et il y a plein de gens qui disent ah bah c'est bon, moi si je dématérialise mes factures, genre je les envoie en PDF, ça va marcher. Ben c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait il y a des formats standards et donc du coup il faut fournir plus qu'un PDF. En fait c'est un format qui est hybride, voilà, et que je vais expliquer juste derrière. L'e-facturation, ça ne concerne pas toutes vos factures. Ça concerne uniquement les transactions B2B, donc business to business. Donc, c'est toutes les factures que vous faites à des clients professionnels sur le territoire national. Pourquoi que sur le territoire national? Moyen mémotechnique, c'est une loi. Cette loi, elle s'applique dans un pays et donc du coup, eh ben forcément, les clients et les fournisseurs que vous avez à l'étranger ne sont pas soumis aux mêmes lois que vous. Donc forcément, du coup, ils n'ont pas les mêmes règles en e-facturation. Mais ça ne veut pas pour autant dire que vous ne devez pas déclarer des choses à l'État par rapport à vos imports et vos exports ou par rapport aux transactions B2C que vous faites, parce que par contre, il y a l'e-reporting, on va le voir juste derrière. Donc, comment ça fonctionne une facture électronique? Donc, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, c'est pas un simple PDF. En fait, c'est l'association d'un PDF et d'un fichier structuré. Donc, il faut savoir, il y a un langage qui s'appelle XML qui permet de stocker du texte structuré. Donc, le format, il est à peine lisible par un humain normalement constitué, mais il est très lisible pour un système électronique informatique.
Donc, en fait, il ne s'agit pas juste de fournir un PDF, mais de fournir un PDF avec cette information structurée. Donc, vous ne pouvez pas le générer vous-même à la main. Ça veut dire que ce format XML, donc il y a des formats particuliers, le plus connu, c'est Facture X, qui vont être utilisés. Et en fait, ce qui intéresse l'État, c'est vraiment le fichier XML qui va reprendre toutes les données. Mais ce fichier XML, il vous intéresse vous aussi, parce que quand vous allez recevoir des factures de vos fournisseurs, vous allez avoir de l'info ultra qualitative pour qualifier la facture d'achat entrante. Et donc, du coup, vous allez pouvoir exploiter tout ça. On va revenir un peu là-dessus. Donc là, comme vous le voyez, eh ben, il y a un petit lien vers une vidéo. Donc, avant d'aller plus loin, eh ben, je vous propose qu'on regarde ensemble cette vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. C'est parti, ça va mieux vous expliquer comment ça fonctionne sans PPF. Est-ce que déjà cette vidéo, elle était claire sur comment ça fonctionne avec les PDP? Je regarde s'il y a des questions particulières dans le chat. Non, pas particulièrement. Ah, si. Et oui, donc il y a effectivement il y a une personne de chez Capsol qui a dit il y a des obligations de transmission mensuelle pour les transactions B2C, ça non, ça serait trop simple et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est l'e-reporting dont on va parler juste après et qu'il ne faut pas oublier parce que ça fait vraiment partie de la réforme. Quand on parle de PDP 1 et 2, c'est le PDP de notre entreprise qui envoie au PDP de l'entreprise cliente. Oui, effectivement, c'est ça, c'est que en fait, comme il y a un réseau de PDP, donc on ne sait pas combien il va y en avoir au final, mais il va y avoir, là aujourd'hui, je crois qu'il y en a 57 qui ont finalisé leur parcours ou presque, hein, et puis potentiellement, il pourrait y en avoir entre 100 et 150. Donc évidemment, la probabilité que vous ayez tous la même PDP entre tous vos clients et vos fournisseurs, elle est à peu près nulle. Donc ça veut dire au minimum, vous allez avoir des clients qui ne sont pas sur la même PDP que vous et vous allez avoir des fournisseurs qui ne sont pas sur la même PDP que vous. Mais comme il y a cet annuaire d'entreprise, et ben en fait, chaque PDP, elle sait pour la société qui a tel numéro de SIRET, à quel PDP elle est associée. Et du coup, ça permet de router les factures vers la bonne PDP pour que la bonne entreprise les reçoive. Dans la vidéo, on ne voit que le schéma avec les PDP, mais pas les OD. Alors, effectivement, c'est parce que, en fait, l'OD, elle est en amont. L'OD, c'est elle qui va transmettre de la donnée la plus qualitative possible à la PDP. Typiquement, nous, en fait, dans CIMAX, on a pris l'option de générer déjà les factures au format Facture X avant de les envoyer à la PDP. Et de l'autre côté, quand de la PDP, on récupère un Facture X, ben, les transformer en pièces d'achat que après derrière on peut rapprocher des commandes, des réceptions validées automatiquement, etc., etc. Donc effectivement, l'OD, il a tout son rôle en émission et en réception de l'autre côté. Là, ce qu'on avait voulu illustrer dans cette vidéo, c'est plutôt comment on va faire sans PPF. Parce que c'est vrai qu'avec PPF, on se disait, bon, ça va, il y a un truc qui centralise tout.
Donc, c'était rassurant un peu. Et là, le fait que ce soit un réseau de PDP, du coup, les gens ne comprenaient pas comment ça allait marcher et c'était le but de cette vidéo. Qu'est-ce que l'e-reporting? Et oui, comme ça a été dit, en fait, dans l'e-reporting, eh bien, ça va servir à faire les déclarations des activités B2C, toujours dans un format qui est standardisé, normalisé, et les déclarations d'activité import-export dans un format aussi qui est standardisé. Ça veut dire typiquement que quand vous avez un logiciel de caisse, par exemple, et que vous avez fait des ventes en B2C, eh bien, quand vous éditez en fin de journée ou en fin de semaine, ça dépend des magasins. S'il y a beaucoup de rotation, c'est plutôt en fin de journée. Ce qu'on appelle un ticket Z, donc un ticket récapitulatif, ou clôturer la caisse en gros, eh bien, derrière ce ticket Z, eh bien, il va donner lieu à un déclaratif dit facturation pour déclarer du chiffre d'affaires B2C qui a été fait par l'entreprise. C'est du déclaratif. Alors, il y a plusieurs questions, donc je réponds aux questions au fur et à mesure. Excepté le tarif, qu'est-ce qui différenciera les PDP entre elles? C'est une très très bonne question, hein. En fait, effectivement, elles n'ont pas du tout les mêmes conditions tarifaires. Aujourd'hui, nous, pour être transparent avec vous, on a commencé à interroger un certain nombre de PDP pour connaître leurs tarifs. Il y en a beaucoup en fait qui vous répondent ça dépend s'il y a du vent et qui font un peu leurs tarifs un peu à la tête du client, on a l'impression. Donc déjà les tarifs sont encore un peu nébuleux. Je pense que ça va se rationaliser dans les 6 derniers mois avant le lancement. Pour l'instant, des tarifs des fois qui vont du simple à 10 fois plus cher, hein. Donc c'est une vraie bonne question le tarif. Après derrière, il y a des prestations qui sont différentes. En fait, il y a des PDP qui vont empiéter un peu sur les OD. J'empiète un peu sur ce que je vais expliquer derrière, mais c'est qu'en fait, il y a des PDP qui vont vous dire, bah, si vous êtes mal outillé, c'est-à-dire votre logiciel de gestion, il n'est pas capable de vous sortir un facture X, bah, nous, on peut vous permettre d'avoir une interface où on récupère un PDF normal et avec de l'intelligence artificielle, on essaye de créer un facture X. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une solution qui peut marcher, mais qui n'est pas tout à fait parfaite parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être mal calibrées avec l'IA ou aussi parce que ça ne valide pas le fait que toutes les données en amont elles étaient correctes chez vous. Donc, il y a un moment donné, si vous n'avez pas le numéro de SIRET de votre client, s'il n'est pas dans votre PDF, la PDP, elle ne pourra pas l'inventer. Donc, il y a un moment donné, quand même, il faut voir où est la responsabilité. Donc, effectivement, il y a des PDP qui font ça. Il y a aussi, il faut savoir qu'il y a des PDP qui vont faire aussi l'archivage probant. Normalement, c'est la majorité d'entre elles, mais potentiellement, elles peuvent être PDP sans forcément proposer l'archivage probant. Moi, je vous recommande fortement de prendre une PDP qui fait l'archivage probant parce que c'est aussi une des obligations de la réforme, c'est que vous devez stocker dans un coffre-fort électronique ou équivalent vos factures pendant une longue durée. Donc, c'est votre responsabilité qu'elles soient bien stockées. Donc, l'idéal, c'est effectivement de prendre ce service dans la PDP. Et après, ils ont toute une palette d'autres services. Il y en a, ils vont vous générer des écritures d'achat, par exemple. Il y en a, ils vont vous proposer des services de paiement automatique des achats. Enfin, il y a plein de prestations annexes qui sont plus ou moins intéressantes. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse différence, par contre, dans les PDP. C'est qu'il y en a qui font partie du réseau PayPal et il y en a qui n'en font pas partie. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau PayPal? Le réseau PayPal, c'est un réseau international de PDP, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites dans les autres pays et il y a des travaux d'uniformisation des formats au niveau international. Et donc, l'idée, c'est que, en gros, si vous envoyez votre facture, même pour un client étranger qui est sur le réseau PayPal à votre PDP, elle va pouvoir le lui envoyer. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir le bénéfice de cette facturation électronique aussi avec l'import et l'export, par exemple. Donc, si vous faites des activités d'import et d'export, je vous invite à plutôt choisir une PDP qui est sur le réseau PayPal. Ça, c'est un élément différenciateur important. Après, il y avait une question il y a 4 formats différents de facture X, plus ou moins détaillés, comment on sait quel format il faut utiliser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a 3 formats autorisés et au sein, donc, dont facture X fait partie. Et au sein de facture X, en fait, c'est pas 4 formats différents, c'est qu'il y a des informations qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées et d'autres qui sont, on va dire, du bonus. Donc, évidemment, avec votre OD ou avec votre PDP, mais plutôt avec votre OD, votre logiciel de gestion, il faut essayer déjà au minimum de répondre
aux éléments qui sont absolument obligatoires. Mais ce qui est très important, c'est que l'État, il demande une traçabilité. C'est-à-dire, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir certaines informations qui permettent la traçabilité complète en votre facture, les commandes et tout ça, mais c'est très fortement recommandé parce que sinon, si votre client il dit, ah ben non, cette facture, j'ai pas de justificatif, ben, il pourra la refuser et vous pourrez rien dire. Donc, en fait, moi, je vous recommande d'aller au moins jusqu'aux informations qui sont liées à la traçabilité de la facture pour pouvoir savoir d'où elle vient, de quelle facture, de quel contrat, de quelle réception pour justifier vos factures. Alors, il y avait encore une autre question. Pour l'e-facturation et l'e-reporting, l'étange info se fait tout au long de la vie de la facture, blocage, règlement, émission, etc. Alors, déjà, ce que j'ai expliqué sur l'e-facturation, donc effectivement, c'est tout au long de la facture. En fait, la facture, elle passe par plusieurs états. C'est-à-dire, elle va être déjà dans un état envoyé, puis après, elle va être reçue par la PDP, c'est OK. Après, elle va être reçue par le client. Après, il va dire, bah, je l'ai bien reçue. Après, il va dire, je l'ai validé. Après, quand il va dire je l'ai validé, il va dire bah, je l'ai payé. Et en fait, à chaque fois, vous, dans votre logiciel de gestion, ou si vous n'avez pas un logiciel de gestion, il faudra que vous alliez sur votre plateforme, vous pourrez voir quel est l'état de votre facture. Est-ce qu'elle a été payée? Est-ce qu'elle n'a pas été payée? Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir l'info directement dans le logiciel de gestion parce que voilà, vous voyez tout de suite que votre facture, elle est payée. Alors, il y avait la personne de chez Capsol qui disait qu'aucune PDP n'est prête, donc aucune ne peut s'avancer sur un tarif. Alors, c'est vrai, et c'est pas leur faute sur le fait qu'elles sont pas prêtes, parce que, bah, comme on a dit, la législation n'a pas arrêté de changer. Au début, elles étaient parties les PDP pour s'interfacer avec PPF, puis finalement, bah, PPF ne sort pas voilà. Il y avait le fait que PPF avait un jeu d'API, donc de connecteurs standardisés, et que du coup, ben, ce jeu d'API, on ne sait pas ce qu'on en fait. Et pour tout vous dire, je suis en train d'anticiper sur ma présentation après, mais c'est pas grave, je préfère répondre à cet échange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une norme qui va sortir bientôt sur les API. Et donc, cette norme, elle va permettre de définir comment les logiciels de gestion vont s'interconnecter avec tous les PDP. C'est norme AFNOR. Donc, la norme AFNOR, elle sort cet été. Donc, évidemment, les PDP ne peuvent pas connaître cette norme qui n'est pas encore sortie. Donc, tout n'est pas sec. Mais par contre, elles ont quand même des informations de tarifs et il y en a plusieurs qui sont capables de donner des tarifs. Donc, nous, par exemple, on a eu des réponses tarifaires fermes d'un certain nombre de PDP qu'on pourra vous transmettre. Alors, il y a une question. Comment sont gérées les factures d'acompte sous ce format lorsqu'une commande fait l'objet d'une facture d'acompte? Ben justement, la facture d'acompte, ça passe par l'e-facturation à partir du moment où le client il est en France. Et le complément en réexpédition du reliquat, c'est aussi une facture qui passe par l'e-facturation. Et effectivement, du coup, ça veut dire qu'il faut. Alors, soit on fait une facture finale qui déduit les deux acomptes, avec potentiellement un reste à payer de zéro, c'est tout à fait possible. Soit on fait une facture finale avec un reste à payer qui n'est pas de zéro. Mais dans tous les cas, les trois vont passer par le schéma e-facturation. Si on a recours à une OD, on n'est donc pas obligé de prendre une PDP. Nous, c'est ce qu'on espérait, hein, mais comme PPF, vous avez compris, faut un tuyau pour faire passer les informations d'une entreprise à l'autre. Et comme on n'a pas PPF qui peut faire ce rôle, ben, on est obligé de prendre une PDP. Voilà. Donc, du coup, malheureusement, vous êtes obligé de prendre une PDP. Ce qu'il faut voir pour qu'on peut se consoler avec ça, c'est qu'il y a des PDP où on va dire la partie faire transiter l'information, surtout si c'est une information qui est déjà qualitative fournie par une OD en facture X, eh ben, elles vont vous prendre très très peu cher. Je crois il y en a certaines, c'est quelques centimes par facture seulement. Et après, derrière, vous allez payer vraiment que pour l'archivage probant que de toute façon, vous auriez dû financer d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Est-ce que c'est prévu la gestion des contrats d'affacturage? Eh bien oui, en fait, c'est une très très bonne question. Et en fait, il y a plein de subtilités en facturation. Il y a de l'affacturage, il y a des fois des factures de fin de mois qui sont multicommandes, etc. Et tout ça a tout été prévu dans les formats. Les avoirs aussi, tout ça, ça passe par le schéma e-facturation. Alors, à quoi sert l'OD? Alors, l'OD, c'est pas qu'elle est moins chère, c'est que l'OD ne se substitue pas à la PDP. L'OD,
Elle va préparer les éléments. L'OD, souvent, c'est votre logiciel de gestion. En fait, vos logiciels de gestion, aujourd'hui, vous faites des factures. Dans votre logiciel de gestion, il va s'assurer que votre facture, elle est conforme à la législation et qui, au lieu de juste générer un PDF comme aujourd'hui, va générer un PDF avec cette information complémentaire qui est structurée et qui va permettre d'être envoyé à la PDP qui va se charger de router l'information vers votre client. La question, on peut prendre une PDP directement. Donc, si vous avez une PDP directement, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez aller dans votre PDP, vous allez y mettre votre PDF de votre facture. Éventuellement, s'il manque des informations dans votre PDF, eh bien, vous allez les rentrer à la main dans la facture et ça va envoyer la facture à votre client. Est-ce que vous voyez le problème là-dedans? Ben, le problème, c'est que ça va être ultra chronophage. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il va falloir mettre en œuvre une sorte d'interfaçage parce que si vous faites 2 factures par mois, ça ne posera pas de problème. Cette solution, elle est tout à fait viable. Si par contre vous en faites 200 par mois, ben là, ça devient un boulot pas à temps plein, mais ça devient une grosse charge de travail. Donc, du coup, c'est important d'avoir une OD. Ah, si vous en faites 1000 par jour, alors là, c'est même pas la peine, hein. Il vous faut une OD interfacée avec une PDP. Vous n'avez pas de choix. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de bien comprendre les enjeux. Et je vous remercie pour vos questions. Je vais avancer sur la suite. Donc, du coup, le 1er septembre 2026, tout le monde est concerné, c'est-à-dire à partir du 1er septembre, il faut que vous soyez en capacité de recevoir des factures électroniques. Donc, ça veut dire que vos clients, au lieu de vous les envoyer par mail, eh ben, ils vont vous les envoyer via votre PDP. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est que vous n'alliez pas passer votre temps à aller sur la PDP pour voir où est-ce que ça en est. C'est que vos factures d'achat, elles arrivent dans votre logiciel de gestion, vous les voyez. Ça correspond à une commande que vous avez passée, ça correspond à quelque chose du matériel qu'on vous a envoyé, que vous avez bien réceptionné. Ben, du coup, vous allez valider la facture automatiquement ou non, ça c'est à vous de voir. Et ensuite, derrière, vous allez la payer, vous allez faire votre virement. Et quand vous allez payer votre facture, automatiquement, votre logiciel de gestion, donc si c'est bien une OD, eh ben, il va pouvoir dire à votre PDP, ben, cette facture, elle a été payée et du coup, la PDP fait transiter l'info jusqu'à votre fournisseur. Si vous ne faites pas, vous n'avez pas un logiciel de gestion qui est interfacé avec votre PDP, la difficulté, c'est que vous allez récupérer vos factures d'achat sur la PDP et vous allez devoir faire le travail de dire j'ai validé, j'ai pas validé, j'ai payé, j'ai pas payé pour toutes les factures. Donc, c'est vous qui allez devoir fixer les états des factures dans votre PDP. Donc, ça va être plus chronophage et c'est pour ça qu'on parle des enjeux sur là-dessus. Donc ça, c'est pour la réception. Qu'en est-il des émissions? C'est la fait de vous-même ne plus envoyer vos factures à vos clients par mail, par exemple, ou par courrier, mais de les envoyer au format e-facturation. Et ben donc, ça concerne les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à partir du 1er septembre 2026 et pour toutes les autres, y compris les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs, à partir du 1er septembre 2027. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de PDP et qu'une facture doit être reçue? Ben, si vous n'avez pas de PDP, vous ne serez pas en conformité avec la loi et vous risquez une amende. Et donc, les montants des amendes, ils peuvent être salés, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Donc souvent, ça va être, je pense, lié à des récidives. Peut-être qu'il y aura un petit temps où on vous laissera vous organiser avant, mais faut savoir que vous risquez gros en n'ayant pas de PDP. En réception, vous devez être en capacité à partir de septembre 2026 de recevoir vos factures. Donc au minimum, il faut que vous ayez fait le choix d'une PDP. Il faut savoir que la plupart des PDP, elles vous facturent au montant qui est proportionnel au nombre de factures que vous recevez. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de factures, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, sur jefacture.com, c'est 7 euros par mois. 7 euros par mois pour très peu de factures. Donc, oui, c'est ça, absolument. D'ici septembre 2026, potentiellement, toutes les entreprises vont avoir un PDP pour réception. Vous allez payer à l'émission et à la réception. Oui, vous allez payer tout le temps. Oui, oui. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Je suis désolée. Nous, on avait espéré qu'on aurait la solution gratuite et vous avez compris, elle n'est pas d'actualité. Voilà. Donc, alors après, peut-être qu'il y a des PDP qui dans leur... Je ne connais pas tous les tarifs des PDP, hein, donc peut-être qu'il y a... Oui, vive la France. Mais peut-être qu'il y a des PDP qui vont vous dire, nous, on facture que l'émission et pas la réception. Je ne connais pas tous leurs tarifs encore. Pour l'instant,
Voilà. Apparemment, ça serait plutôt à la réception et à l'émission, parce qu'en fait, la PDP, ben, elle a des coûts aussi à l'émission, à la réception, des coûts de traitement informatique. Donc, du coup, elle les facture. Alors, pour continuer, petit quiz. Alors, si vous organisez un repas d'entreprise dans un restaurant, est-ce que c'est de l'e-facturation ou de l'e-reporting? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer et voter? J'organise mon entreprise dans un restaurant, c'est de l'e-facturation. Exactement, oui, c'est de l'e-facturation. Bonne réponse, parce que c'est du B2B. Donc, ça veut dire que le restaurant, eh ben, il faut qu'il soit capable de faire, s'il fait du B2B et pas que du B2C, il faut qu'il soit capable de faire des factures électroniques. J'ai une carte de carburant pour mes salariés. Total envoie ses factures au format e-facturation ou e-reporting. Et oui, c'est aussi de l'e-facturation. Attention, il y a un piège sur la dernière question. Je vais acheter de la papeterie pro chez Carrefour. Je veux payer en liquide. C'est de l'e-facturation ou de l'e-reporting? Alors oui, c'est de l'e-reporting. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un piège, hein. Il y a un piège parce que effectivement, Carrefour, si vous êtes un pro, pourrait vous donner une carte pro, machin, machin. En pratique, comment ça va se passer? Vous allez aller chez Carrefour, vous allez acheter vos cahiers, vos stylos, etc. Vous allez payer en cash et vous allez recevoir un ticket de caisse qui va vous servir à faire une note de frais. Il y aura pas une facture, il y aura un ticket de caisse avec la TVA. Et donc, vous allez utiliser ce ticket de caisse pour en fait faire une note de frais pour vous faire rembourser. Et donc, la note de frais, elle va passer dans l'e-reporting. Voilà. Et donc, du coup, je vous ai fait un petit résumé après parce que les notes de frais, c'est bien, bien compliqué. Donc, quand vous avez un restaurant, une entreprise qui vend du carburant, eh ben, il doit suivre le schéma de la facturation électronique pour facturer une entreprise. Mais par contre, si c'est un salarié qui fait une dépense, eh ben, il peut utiliser le ticket de caisse avec TVA comme justificatif et se faire rembourser et ça passe en e-reporting. Alors oui, quand vous allez chez Carrefour, vous achetez votre café et vous demandez une facture, eh ben, vous pouvez demander une facture. Bon, peut-être que ce n'était pas le meilleur exemple, mais en fait, c'est possible de demander une facture en caisse. Dans ce cas-là, en fait, théoriquement, si le supermarché fait les choses comme il faut, parce que des fois, ils vont juste vous appeler le ticket de caisse facture et puis en fait, ça passe en e-reporting. Hein, si vous n'avez pas votre nom, hein, il faut bien, quand c'est une vraie facture, c'est avec votre nom et votre numéro de SIRET. Hein. Donc, si vous avez une vraie facture avec votre nom et votre numéro de SIRET, ça passe par la facturation électronique avec un encaissement de la facture en caisse. Donc, du coup, ce qui passe au niveau de la caisse dans le ticket Z, ce n'est que l'encaissement et non la facturation. Et oui, du coup, donc si vous payez en caisse, donc si votre Carrefour, ils vous font une facture que vous ne payez pas en caisse, bah, ils vous font une facture, c'est l'e-facturation, vous la réglez par le mode de paiement que vous avez convenu avec votre Carrefour, ou votre métro, ou votre magasin qui vous fournit en pro. L'autre solution, c'est que si vous la réglez en caisse, et ben, du coup, vous pouvez avoir une facture que vous réglez en caisse. Voilà, donc c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Donc ça va être une facture qui passe par le schéma de facturation et l'encaissement, il est saisi en caisse et il va être noté en encaissement dans l'e-reporting. Moi, je vous dis, hein, franchement, à partir du moment où on a changé le système, à partir du moment où vous allez faire des courses, récupérer les tickets et ne faites des factures que si vous allez que si vous payez plus tard, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple, hein, je pense. Après, ça peut être lié aussi, j'ai des bêtises, parce que si vous allez acheter du matériel où il y a des numéros de série, il y a des garanties, etc., il faut des vraies factures. Donc, non, en fait, il y a quand même un certain nombre de business et d'achats pour lesquels il faut continuer à demander des factures, même si vous réglez en caisse. On va attaquer la suite, c'est comment on peut en tirer profit, parce que il y a quand même heureusement des avantages et pas que des inconvénients et de tu payes et tu payes. Donc, déjà, c'est une plus-value pour les entreprises parce que bon, c'est une réduction des coûts de papier et d'impression papier. Il y a encore des entreprises qui envoient leurs factures en papier aujourd'hui et par courrier. Bon, il y en a de moins en moins. L'avantage principal, c'est la réduction des délais de paiement. C'est celui-là le numéro un en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tous eu la phrase de ah, mais votre facture, je n'ai pas payé parce que je ne l'ai jamais reçue. Ça n'arrivera plus parce que comme la facture, elle va arriver via PPF, enfin via la PDP, et que l'entreprise, elle est obligée de l'avoir reçue, elle ne pourra pas dire je ne l'ai pas reçue.
Donc ça, déjà, ça, c'est un avantage. Et du coup, il y a aussi le fait que l'État va commencer à avoir un œil sur les délais de paiement. C'est-à-dire que dans la facture, c'est marqué que vous devez régler à 30 jours. Ben, l'État va surveiller que votre client, il vous règle bien à 30 jours. Alors, les temps sont durs, je m'en occupe dès que possible. Ça va continuer à arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, quand une entreprise va mal, majoritairement, c'est lié à des problèmes de trésorerie. Et en fait, il y a un effet domino sur les problèmes de trésorerie. Quand vous avez une entreprise, il y a un de ses clients qui ne la paye pas. Ça peut être parce que ce client, il y a lui-même un de ses clients qui ne l'a pas payé, etc., etc. Et en fait, c'est pour ça que quand il y a eu la crise des subprimes et tout ça, l'État a injecté de l'argent dans l'économie. C'était aussi pour éviter l'effet domino, l'effet de ah ben tout le monde arrête de payer toutes ses factures et là du coup il y a tout le monde qui se met en cessation de paiement et donc du coup en fait l'idée c'est que là au contraire avec la facturation électronique on rentre dans un cercle vertueux où on va inciter davantage tout le monde à payer en temps et en heure et du coup on va en ayant une meilleure surveillance des retards de paiement on va permettre aussi à l'État, à la Banque de France de savoir qui sont les bons payeurs, qui sont les mauvais payeurs et d'avoir des analyses beaucoup plus fines et en même temps d'avoir une économie qui risquera plus d'être endommagée par des sessions de paiement comme ça en effet domino. Donc il y a quand même voilà, il y a quand même cet avantage-là. L'autre avantage, c'est l'automatisation des traitements. J'ai déjà un peu évoqué, mais quelque part, si enfin, et aujourd'hui, voilà, vous émettez une facture, votre client, après vous relancez votre client il vous paye, vous devez enregistrer le paiement, vous devez faire un rapprochement comptable, etc. Pareil, quand vous recevez une facture, ben, il faut des fois rentrer manuellement les données de votre facture en compta, ou alors vous avez un système aujourd'hui comme dans CIMAX qui vous fait de la reconnaissance et vous la récupérez en entier. Mais il y a un travail pour vérifier que cette facture, elle correspond à quelque chose et pas juste payer sans savoir. Donc là, l'idée, c'est bien sûr, derrière tout ça, c'est d'automatiser et d'accélérer les traitements. Et là, d'après les chiffres qui sont avancés, ça pourrait faire gagner jusqu'à 60% de temps de traitement en émission et en réception de factures. Donc ça, quand même, ça peut être important. Alors évidemment, plus la société fait et reçoit des factures, et plus l'impact est important. Il y a un avantage aussi de traçabilité et conformité. Aujourd'hui, des fois, vous recevez une facture, vous ne savez pas à quoi c'est lié. Et ben, en fait, comme les formats de facturation électronique, et ben, ils incitent de plus en plus à mettre de l'information du genre, bah, cette facture, elle correspond à telle commande, elle correspond à telle livraison, elle correspond à tel contrat. Et ben, ça permet d'avoir cette traçabilité qui facilite le contrôle de gestion. Et ça c'est important. Et notamment, il devrait y avoir forcément une diminution des litiges sur les réceptions de factures, qui aussi est un cercle vertueux sur l'amélioration des délais de paiement. Oui, les gens non vertueux, ils vont rester non vertueux, mais vous allez voir, quand même, l'État va avoir un peu plus l'information. Et Credit Safe, c'est pas impossible que des sociétés comme Credit Safe, y regardent un peu plus finement les informations liées au délai de paiement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des gens qui sont catalogués en bonne santé, même mauvais payeurs. Alors, sur l'émission, alors vous voyez pas comment gagner sur l'émission. En fait, sur l'émission, vous avez un travail d'envoi, de relance, de vérification que la facture elle a bien été reçue, ensuite de comptabiliser le paiement, et ça peut être totalement automatisé. Donc là, il y a un vrai gain, il y a un vrai gain aussi. Je suis d'accord avec vous, il est beaucoup plus important sur la partie achat, mais sur la partie vente, il est significatif. Donc voilà, du coup, on va pouvoir automatiser la génération de factures, automatiser les relances, automatiser les validations des factures d'achat. Comment on fait pour automatiser la validation des factures d'achat? Ben, vous avez fait une commande, elle est exactement du même montant que ce qu'on vous facture. C'est un fournisseur que vous connaissez bien, vous pouvez considérer que sa facture, elle est bonne sans qu'il y ait une intervention humaine. Pareil sur un fournisseur, vous avez commandé, je ne sais pas moi, des ramettes de papier chez votre fournisseur de papeterie. Il vous les a livrés, la réception correspond à ce qu'il vous facture, du coup, vous allez valider automatiquement votre facture d'achat. Ça, c'est le genre de choses qui facilitent. On peut du coup enchaîner aussi avec l'automatisation des paiements des fournisseurs avec des formats bancaires standardisés que sont SEPA et IBIX pour ceux qui connaissent. Voilà.
les puristes vous diront EVX n'est pas un format, c'est un protocole. Voilà. Donc, pourquoi anticiper? Pourquoi c'est hyper important? Donc déjà, je voudrais vous féliciter parce que là, on est plus d'un an avant la date fatidique et vous êtes en train de vous renseigner sérieusement sur le sujet. Donc, bravo d'avoir fait cette démarche. Et je vais vous dire pourquoi vous avez eu raison. Parce que d'abord, il y a un travail sur vos données. Donc, ce qu'il faut le savoir, c'est que les numéros de SIRET, ils sont déjà obligatoires sur toutes les factures B2B. Il y a plein d'entreprises qui les ont pas encore mis, y compris des grosses boîtes. Donc, je les citerai pas, mais j'en connais quelques-unes. Donc, c'est important d'en profiter pour vérifier que vous avez bien les numéros de SIRET de tous vos clients professionnels et que vous les mettez bien sur vos factures. Comme le but, c'est de faire la TVA, ben, associé à votre TVA, alors celle que vous avez peut-être appelée la TVA numéro 1, qui correspond par exemple à la TVA 20%, eh ben, en fait, il y a un code spécial pour que ça corresponde au format de facturing qu'ils ont ça. Il faut le savoir et il faut vous mettre en conformité. C'est pareil pour les unités. Si vous faites une facture, je sais pas moi, de 10 tables de jardin, et ben, l'unité pour la table de jardin, vous vendez 50 kilos de farine, ben, l'unité du kilo, et ben, c'est pas kilo. Parce que, ça serait trop simple. En fait, ils n'ont pas choisi le système d'unité international, ils ont choisi un autre système d'unité. Donc, du coup, bah, il faut que vous ayez cette correspondance avec vos codes d'unité, avec les données des unités qui correspondent au système de facturation. Il y a aussi des notions de famille fiscale, de mention légale, etc., etc. Donc, mettez-vous en conformité sur vos données. Normalement, c'est le SIRET qu'il faut fournir, mais effectivement, les deux sont intimement liés puisqu'il y en a un qui est la version courte de l'autre, mais c'est bien le SIRET qu'il faut. Le projet peut être long, donc si vous décidez, donc voilà, et aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui fonctionnent sur leurs factures encore avec de l'Excel et du Word, y compris des fois certains services dans les entreprises pour, par exemple, des facturations annexes, c'est-à-dire, on va dire, le tout venant, il sort d'un logiciel de facturation, et puis pour certaines factures spécifiques, et ben, ça sort en Excel ou Word. Donc là, ça sera plus possible, vous avez compris, ce sera vraiment compliqué. Si vous avez un logiciel maison, donc vous avez fait un logiciel pour votre usage interne qui a été fait, je ne sais pas moi, par exemple en WinDev ou dans une techno comme ça, bah, c'est trop compliqué pour vous d'aller mener un projet qui va vous permettre de vous interfacer avec une PDP ou de devenir un OD, un opérateur de dématérialisation vous-même. Pour nous, ça nous a pris 5 ans. Déjà, il faut 6 mois pour lire la doc. Voilà, je vous le dis ici. Donc, c'est très, très long. C'est très complexe. Il y a plein de cas de figure. Alors, vous n'êtes pas obligé, comme nous, de traiter tous les cas de figure. Donc, peut-être que ça vous prendrait moins de temps que nous. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez être obligé de changer au moins une partie de votre logiciel. Donc, ah oui, oui, donc il y a des. Voilà, il y a un cahier des charges qui est très, très, très dense et puis il n'est pas très digeste non plus. C'est pas seulement la longueur, quoi. Il y a aussi le cas de beaucoup d'entreprises où en fait ils ont acheté un logiciel il y a un moment et puis ce logiciel n'a pas été mis à jour. Et du coup, comme il n'a pas été mis à jour, ben, ils se disent je vais faire la mise à jour avant le moment de la réforme. Et ça, ben, il faut l'anticiper parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des logiciels, des fois, ils ne sont pas maintenus ou ils n'ont pas prévu de devenir des OD, donc ça ne va pas être une solution Mirifi qui ne vont pas être interfacées avec une PDP. Ils n'ont pas d'obligation légale, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un logiciel de gestion n'a pas d'obligation légale d'être une OD. C'est vraiment parce que c'est un gros boulot. Ils n'ont pas voulu imposer ça, mais quand même, quelque part, c'est compliqué s'ils ne le sont pas. Et donc, du coup, il faut vraiment se poser la question, est-ce que votre logiciel, vous allez pouvoir le mettre à jour? Et même des fois, si vous avez fait des développements spécifiques sur votre logiciel, des fois, de vous mettre à jour, ça va vous coûter plus cher que de faire un nouveau projet. Nous, on a eu le cas, on avait un de nos clients éco-végétal qui est passé sur CIMAX il y a 4 ans. Et en fait, ils avaient le choix entre CIMAX ou faire la mise à jour de leur ancien logiciel. Et la mise à jour de leur ancien logiciel, en reprenant tous les développements spécifiques, il y en avait pour plus de 250 000 euros. Donc, du coup, ils ont dit, ben, pour le montant, et ils étaient à ISO fonctionnalité, donc, bon, pour le montant, on préfère encore faire un nouveau projet et partir sur CIMAX, comme ça, on aura quelque chose de plus souple. Donc voilà, donc faites attention à ces coûts de coûts cachés de mise à jour. Interrogez bien votre fournisseur actuel pour être sûr que ça va pouvoir être possible et que ça va pouvoir être possible dans le délai. Il y a aussi voilà, le cas du logiciel qui n'est pas maintenu. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne pourrez pas faire mise à jour, donc vous devez changer.
Et les projets peuvent être longs, donc du coup, anticiper, anticiper. Quand vous mettez en place un ERP, attention au développement spécifique. Bon, nous, c'est pour ça qu'on a inventé le no-code il y a presque 20 ans. C'est parce qu'on sait que les développements spécifiques, ça coûte hyper cher, c'est long, c'est compliqué à maintenir dans le temps. Attention aux interfaçages, c'est-à-dire que bah, si vous utilisez plusieurs logiciels, hein, bah, il faut pouvoir se brancher de façon automatique avec les différentes solutions. L'APDP est un des interfaçages, il faut anticiper. Heureusement, normalement, comme si vous avez écouté ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir une norme AFNOR cet été. Donc, du coup, normalement, l'interfaçage au PDP va être assez simple, logiquement. Mais voilà, comme je dis, la norme n'est pas encore sortie, donc on en saura plus à la fin de l'été. Attention à la reprise de données, la récupération de vos données de votre ancien logiciel ou de votre Excel ou de n'importe quoi. C'est toujours un projet dans le projet. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on reprend et les reprendre de façon qualitative. Parce que vous l'avez compris, s'il manque certaines données, bah, derrière, vous ne pourrez pas sortir vos factures. Elles vont être rejetées par la PDP qui vous dira, ah non, il n'y a pas le numéro de SIRET. Ah non, il n'y a pas telle info. Ou ça, c'est erroné. Et du coup, vous pourrez même pas émettre votre facture, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, vous envoyez votre PDF, il n'y a pas toutes les données dedans, mais votre client, il vous paye quand même, hein. Là, ça sera vraiment rejeté. Profitez-en quand vous y êtes pour prendre une solution moderne. Donc, dans l'idéal, je rappelle que bon, il y a des solutions no-code, nous on en fait partie, mais il y a aussi des solutions qui automatisent, il y a des solutions qui sont compatibles avec de l'IA, il y a des solutions qui vont proposer des API, donc des connecteurs pour s'interfacer plus facilement, donc des solutions modernes. Et toutes ces caractéristiques, eh ben, ça va vous permettre d'avoir plus de retour sur investissement. Donc, à changer de logiciel, choisissez plutôt quelque chose qui est capable de traiter tout ça. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets, ils peuvent prendre de quelques heures à plusieurs années selon les solutions que vous choisissez et le métier. Donc, évidemment, plus c'est no-code, plus c'est rapide. Plus il y a de la complexité avec des interfaçages, plus ça va être long. Plus c'est du multi-société, multi-agence, plus multi-métier, plus ça va être compliqué. Donc voilà, donc évidemment, anticiper, 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 je l'ai déjà dit. Les PDP ne répondent pas. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que les PDP, bah, tout n'est pas sec chez elles. Donc, il n'y en a que 30% qui répondent à nos questions aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre un moment où on leur envoie un mail et le moment où on a la réponse, aujourd'hui, il nous faut 3 semaines et 2 relances avant d'avoir une réponse. Donc, on pense que c'est pas extraordinaire comme taux de réponse actuel. Mais on pense aussi qu'en 2027, 2026, 2026, 2027, ben ça sera pire parce qu'en fait, toutes ces entreprises, elles vont avoir énormément de gens qui vont les contacter à partir de l'année prochaine. Donc, même s'ils mettent du temps à répondre, essayez de vous renseigner dès cette année, anticiper dès cette année. Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, ben, les éditeurs, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va être débordé l'année prochaine. Ça sera vraiment en mode premier arrivé, premier servi ou il y a certains qui vont faire priorité au gros. Donc, vous venez avec un gros chèque, vous êtes une grosse entreprise, vous avez besoin d'une PDP, ben, bien sûr, on va répondre tout de suite à vos questions. Vous êtes une petite PME de 10 salariés, vous n'allez pas être traité en priorité. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'y prendre plus tôt. Et peut-être aussi que ben, si tout le monde ne peut pas être servi, ben, ça va être plus cher pour ceux qui vont s'y prendre dans l'urgence. Donc, plus vous anticipez, et plus forcément vous allez avoir des tarifs intéressants. Voilà. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est avec ce qu'on appelle le SaaS. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme SaaS, c'est Software as a Service. En fait, ce sont des logiciels qui permettent de se connecter directement en ligne. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, c'est pour ça que c'est en vert, un peu l'espoir au milieu de tout ça, c'est qu'en SaaS, les projets sont beaucoup plus rapides et on peut démarrer vraiment très, très vite. Donc, c'est ce que je disais, en fait, de quelques heures à plusieurs années. En fait, si on est en SaaS et en no-code, on va effectivement démarrer beaucoup plus rapidement, ou des fois même dans la journée pour certains. Oui, il y a des PDP qui vont faire de l'OCR pour facturiser n'importe quelle facture. En fait, je l'ai évoqué déjà, c'est quand je disais d'utiliser de l'intelligence artificielle, ça passe effectivement par l'OCR. C'est d'abord, on fait de la reconnaissance de texte, on reconnaît le texte et ensuite, après, on utilise une IA
pour facturiser la facture en PDP. Mais comme je l'ai dit, si les informations ne sont pas complètes, et ben, du coup, il faudra renseigner des informations complémentaires. Mais il y a des PDP qui vont proposer des solutions très sympas. Après, à quel prix, j'ai pas encore les infos. Donc oui, évidemment, la solution, c'est pas uniquement d'avoir une OD, hein. Vous pouvez aussi choisir une bonne PDP. Si vous faites pas beaucoup de volume, vous n'êtes pas obligé d'interfacer votre logiciel de facturation avec une PDP, avec une bonne PDP. Si vous n'avez pas beaucoup de volume, vous pouvez vous en sortir juste avec la PDP sans toucher avec votre logiciel. Mais comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de votre business et de votre volume de facture. Si vous commencez à avoir, comme certains le disaient, 100 factures par jour, ben 100 factures par jour, vous n'avez même pas le choix. Il faut que les infos, elles passent pas par de l'océarisation, hein. Ça va être trop compliqué. Donc, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une rumeur que je vous dévoile qui rejoint un peu les discussions qu'on a eues sur le passé, sur les relances en fait. Parce que vous disiez, oui, mais les mauvais payeurs, ils vont rester mauvais payeurs. Alors oui, mais l'État, il veut récupérer la TVA sur les frais de retard. Vous savez, les fameux 40 euros que vous êtes censé facturer dès qu'un client, eh ben, il est en retard de paiement. En fait, vous êtes censé le faire, mais vous n'êtes pas réellement obligé de le faire aujourd'hui. Et oui, il y a des entreprises qui l'ont jamais facturé. Il y en a qui le facturent qu'au bout d'un certain nombre de relances. Il y a une rumeur, donc qui m'a été transmise par trois sources différentes, hein. Donc c'est quand même, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que ça sort pas de nulle part. C'est que l'État voudrait récupérer la TVA sur les frais de retard. Et donc, comme il sait que la facture est en retard, eh bien, il est possible qu'il exige des entreprises qu'elles automatisent le fait de facturer les frais de retard et que si vous ne facturez pas les frais de retard, il y ait des pénalités du montant de la TVA qui ne s'applique pas, donc 20% des 40 euros. Voilà. Donc, donc voilà, ça c'est la rumeur. Donc, mettez-vous ça en tête qu'il faut se préparer psychologiquement aussi à faire la facturation automatique des frais de retard. Alors aujourd'hui, c'est jamais fait, mais parce que ça entache la relation client-fournisseur. Si jamais ça devient une obligation pour tout le monde avec des pénalités si on ne le fait pas, etc., peut-être ça va devenir une pratique courante. Ben, voilà. On verra de quoi demain sera fait. Pour l'instant, ce n'est pas totalement confirmé. On va vers un état comptable mensuel. Donc, comme vous avez compris, en fait, l'État, il veut avoir de plus en plus d'infos sur les ventes et les achats des entreprises. Bon, pour lutter contre la fraude, hein, il n'y aura plus de fausses factures, il n'y aura plus de... enfin, il y a un certain nombre de choses qui vont être de fait éliminées. Mais comme de plus en plus, il va avoir la main sur vos informations de façon régulière, ce qui nous pend au nez très rapidement, c'est de passer, on va dire, de compte annuel, comme on fait aujourd'hui quand on clôture ses comptes, à une méthode qui est conforme à la compta anglo-saxonne, qui est plutôt de travailler sur des sortes de clôtures mensuelles. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir ça en tête, hein, parce que il y en a beaucoup parmi vous, je sais, qui réfléchissent à leur digitalisation pour les 10-15 prochaines années. Donc l'idée c'est d'avoir ça en tête pour mener vos projets, pour derrière pouvoir se calibrer pour à terme avoir une vision mensuelle de vos résultats, de vos avancées, de vos achats, de vos ventes, de vos encaissements, etc. Est-ce que les frais de facturation pourraient être mis sur la facture? Donc, sur votre facture, vous pouvez mettre tous les frais annexes que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre comme il y a des frais de port, vous pouvez mettre des frais de gestion, des frais de ceci, des frais de cela. Pourquoi pas? J'ai jamais vu quelqu'un qui m'avait dit qu'il voulait rajouter des frais de facturation, mais pourquoi pas? Alors, ensuite, Simax est déjà OD. Est-ce dans les cartons de devenir PDP? Alors, ah oui, d'accord, micro-entreprise. Oui, alors effectivement, on a une solution pour les micro-entreprises. Donc, comme j'ai dit, c'est Simax Starter. Alors, Simax est déjà OD, oui. Et en fait, alors, c'est dans les cartons de devenir PDP. Mais pour devenir PDP, en fait, on va s'interfacer avec une PDP existante en marque blanche. Je suis totalement transparente avec vous, hein. On est en train de la sélectionner.
Ça sera forcément une PDP du réseau PayPal parce qu'on veut être compatible PayPal et qui fait l'archivage probant parce que ça nous paraît essentiel. Et donc, on est en train de faire des comparaisons et des comparatifs. On en a déjà présélectionné trois qui sont très sérieuses. Et effectivement, on va plutôt passer par ce volet-là en essayant de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Mais en pratique, comme les API vont être standardisés, si on a nos clients qui vont absolument passer par une autre PDP, on pourra toujours le faire. Et CIMAX Starter, oui, ça va marcher pour les entrepreneurs individuels. Pouvez-vous réexpliquer comment effectuer l'e-reporting, car en soi, on déclare ce qu'on veut. Ben, normalement, vous êtes censé déclarer le réel. Alors, en pratique, la plupart du temps, en fait, vous avez votre logiciel de gestion, par exemple, si vous avez un logiciel de caisse, en fait, c'est le logiciel de caisse qui, à partir de votre ticket Z, va générer l'e-reporting. Sinon, effectivement, c'est votre logiciel qui, toujours interfacé avec votre PDP, va envoyer les informations de déclaration. Sinon, de toute façon, vous avez la possibilité d'aller sur votre PDP et d'aller déclarer des choses. Vous pouvez rentrer les données à la main. Alors, ça veut dire que tous les logiciels de caisse vont être mis à jour. Alors, ce n'est pas une obligation du logiciel de caisse, hein. C'est-à-dire que si vous l'avez compris, il n'y a pas d'obligation légale pour les logiciels de gestion d'être compatibles. Donc, au pire, votre logiciel de caisse, ils peuvent très bien vous dire vous allez sur votre PDP et vous faites les déclarations à la main tous les mois. Donc ça, quitte à vous sortir un état préparatoire et vous recopier les chiffres. Ça, c'est une première solution. Mais votre logiciel de caisse, la plupart des logiciels de caisse, il faut savoir, c'est que vous avez déjà l'obligation de les mettre à jour avant la fin de l'année, parce qu'il y a une autre loi dont je n'ai pas parlé, mais c'est qu'en fait, les logiciels de caisse, il y a une nouvelle règle de certification qui sort à partir du 1er janvier 2026. Donc, tous les logiciels de caisse, ils doivent être sur une norme de certification qui doit être certifiée par un organisme tiers. Donc, nous, on est rentré dans la démarche, nous, pour nous faire certifier. Du coup, ça veut dire mise à jour du logiciel de caisse impératif avant fin décembre 2025. Alors, effectivement, le choix de la PDP vous appartient. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux suivre le choix de votre fournisseur de RP? Si votre fournisseur de RP, il a déjà fait, si votre logiciel de gestion il a déjà fait le travail de s'interfacer avec une PDP, ne vous embêtez pas, choisissez cette PDP. Sûrement, ils ont fait le même travail que nous, d'analyser les différents opérateurs, de voir lesquels avaient le meilleur rapport qualité-prix. Et du coup, ça vous évite de faire ce choix-là, vous, pour choisir votre PDP. Voilà, donc oui, vous pouvez tout à fait, c'est Philippe Pouessu qui dit ça, vous pouvez tout à fait vous lier au choix de votre ERP. Renseignez-vous quand même pour savoir quelle est cette PDP. Est-ce qu'elle est sur le réseau PayPal ou pas? Si vous faites de l'international, voilà, ça peut être intéressant aussi de faire des suggestions à votre ERP en leur disant, ben, ça serait bien que la PDP, une des PDP avec lesquelles vous interfacez, elle fasse l'archivage probant, qu'elle soit partie du réseau PayPal, voilà, si vous en avez besoin. Existe-t-il un endroit où trouver de la documentation sur les use cases? Eh bien, écoutez, merci, c'est très intéressant comme question parce que là, je vous affiche bon, pour en savoir plus, vous avez le lien sur la vidéo et vous avez aussi notre livre blanc où on a mis des use cases. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait celui sur l'affacturage, mais du coup, ce que je peux faire, c'est vous renvoyer de l'information par rapport à ça. Alors, qu'en sera-t-il des TPE, terminal de paiement électronique? Ça ne change pas. Le terminal de paiement électronique, il est toujours soit externe, enfin, soit indépendant, soit interfacé avec votre solution de caisse. La solution de caisse, elle est mise à jour, il n'y a aucun impact. Entre septembre 2026 et septembre 2027, une petite entreprise qui émet une facture vers une grande entreprise peut-elle continuer à ne pas utiliser les facturations? Donc, absolument. Vous avez le droit légalement de ne pas envoyer votre facture à la grande entreprise par le biais de l'e-facturation. Voilà, vous êtes que en obligation de réceptionner. Par contre, si vous avez un client qui est une très grosse boîte, même si vous n'en avez pas l'obligation légale, peut-être que c'est votre client qui va vous dire, attendez, vous êtes gentil, nous on reçoit toutes nos factures au format e-facturation via notre PDP. On n'a pas envie de continuer à recevoir des factures
par mail. Donc peut-être que vous n'aurez pas le choix, c'est votre client peut-être qui va vous l'imposer. C'est vachement pertinent. Ça va dépendre à quel point les entreprises sont prêtes ou pas. Actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont les grandes entreprises et les ETI commencent à être bien prêtes, donc il y a des chances qu'elles imposent à leurs petits fournisseurs de passer par l'e-facturation. Une autre très bonne question, quelle est l'incidence avec Chorus Pro? Alors, en fait, Chorus Pro, eh bien, c'est l'ancêtre de PPF. Donc, nous, par exemple, on est interfacé, on est partenaire Chorus Pro depuis des années, des années. Et normalement, le travail d'interfaçage qu'on avait fait avec Chorus Pro, il était en grande partie compatible pour s'interfacer avec PPF. Mais du coup, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que tout va passer par votre PDP et ça va arriver de la même façon ça va arriver à votre client public comme ça va arriver à votre client particulier. En fait, avec la réforme, tout passe par le même tuyau. Il n'y a plus un tuyau un tuyau pour le public, un tuyau pour le privé. Maintenant, c'est tout le même tuyau via votre PDP. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne réforme. À bientôt. Au revoir.